Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Richard Boivin. Je suis enseignant en littérature et en cinéma. Quel hasard pour animer cette table qui porte justement ce titre. J'ai à ma table trois invités que je vous présente, que vous connaissez probablement déjà. Je vais commencer par Mme Portal, qui est ici même. Elle est l'auteur de ce récit, Pauline et moi, qui est aux éditions Druide. Elle est ici en tant que comédienne, auteure, chanteuse, conférencière, et comme elle est actrice dans beaucoup de films, notamment dans des films adaptés de romans, puisque c'est le sujet du jour. Et même de bande dessinée, absolument. Donc, j'ai fouillé dans le curriculum Cordélia de Jean Baudin, qui est adapté du roman La lampe dans la fenêtre de Pauline Cadieux, Tina Mère, porté à l'écran par Jean-Guy Noël d'après La Mélanchier de Jacques Ferron, Souvenir intime d'après Monique Proulx, qui était Jean Baudin également, Vers le sud, adapté de Dany Laferrière, c'était le réalisateur Laurent Cantet, c'était en 2005, et vraiment très récemment, Paul à Québec, oui, d'après Rabelliati. Quel beau film. Et il y a même aussi Full Blast, qui était en fait un roman d'un jeune auteur acadien, mais c'était un autre titre. Mais là, je suis dans le club des chercheurs maintenant. Hein. On cherche les titres, on cherche les clés, on cherche les noms. D'accord, c'est le même club que alors, moi, ça. Oui, alors le dernier en liste, c'est donc Paul à Québec. Vraiment une grande réussite, on en parlera certainement. Patrick Sénécal, ici, juste à côté de moi, romancier, scénariste et réalisateur, donc aussi bien placé pour participer à cette table. Son dernier livre, c'est le tome 4 de Malface, Grande liquidation chez à lire. Oui, bien, la Grande liquidation n'est pas chez à lire, là. La Grande liquidation, c'est le nom du tome 4. Précisons quand même. D'accord. C'est un titre ambigu, hein, faut bien le dire. Là. Oui, effectivement. Bon. Il y a une signification cachée. Patrick Sénécal est autour de cette table parce qu'il a scénarisé 3 de ses romans qui sont devenus 3 films. Sur le seuil, par Éric Tessier en 2003, 51-50 rue des Ormes, par Tessier également en 2009, et Les 7 jours du Talion, de Pods en 2010. Il a lui-même scénarisé et réalisé La Reine rouge en 2011. Voilà. Il a mis la main à la pâte. C'est une série web. Voilà. À l'autre bout, ce jeune inconnu, il s'appelle François Lévesque. Que fait-il ici, voulez-vous bien me dire, dans le cadre d'une table sur la littérature et le cinéma? Il est romancier. Il vient de faire paraître son 7e roman qui s'intitule La Noirceur. Vous voyez que c'est pas une comédie. Mais il est surtout critique du Devoir dans la section cinéma. Donc, ça veut dire que je connais François Lévesque depuis plusieurs années sans l'avoir jamais vu. Mais je le lis au moins tous les vendredis, tous les samedis. Voilà. Bonjour. Et ça arrive pas si souvent qu'il y a un critique de cinéma avec qui on est souvent d'accord. Ah, les maudits critiques. Et maudits. Fait que là, autour de cette table, l'air de rien, on a à peu près tout le spectre qu'il nous faut pour parler du cinéma, de sa naissance jusqu'à sa sortie. Hein? Ça veut dire, on a La naissance du cinéma? Non, la naissance d'un film adapté, d'accord? On a 45 minutes. Là, donc, on a l'écrivain qui a scénarisé et qui a réalisé. On a une actrice qui a joué dedans. Une fois le produit fini, bien, ça prend des critiques. Ça prend du public aussi, donc vous êtes concernés dans cette histoire-là. Donc, on a toute la chaîne. Voilà. C'est bon? Ouais. Donc, on n'a juste pas les institutions là, qui sont bien importantes, là. Sodec et Téléfilm, mais ça, c'est pas grave. Écoute, ça s'appelle de l'horreur. Puis, bon, c'est une spécialité de François Lévesque, exactement. Avant de commencer, je voulais savoir, je vais m'adresser aux critiques de cinéma d'abord. Est-ce que, avant d'aller voir un film qui est adapté d'un roman, le critique lit nécessairement le roman? Pas nécessairement, même que je dirais que dans un monde idéal, on ne devrait pas lire le roman d'abord pour être en mesure de juger le film pour ce qu'il est. Un film est une œuvre autonome. Ce n'est pas un roman, c'est un film. Il y a d'autres codes dans le 7e art. Donc, oui, moi, je préfère être à même de juger le film. Être totalement vierge. Est-ce qu'il fonctionne en tant que tel, en tant qu'objet artistique autonome? Oui, moi, je procède comme ça. D'accord. À moins de faire un article spécial sur l'adaptation des romans au cinéma. Donc, on essaie... Ou s'il s'agit d'une adaptation d'un roman qu'on a déjà lu, bon, ben oui. On ne peut pas y faire abstraction. On peut pas s'effacer. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. En fait, quand j'ai commencé à écrire, quand je suis arrivée au style du roman, j'ai vu qu'écrire un roman, c'était comme faire un film, en fait. Moi, comme romancière, j'avais le sentiment vraiment que j'écrivais un scénario
je décidais donc de toute la direction artistique. Je pouvais jouer, en fait, en quelque sorte, tous les personnages. Et j'étais, en fait, le maître d'œuvre de ce film-là, mais qui était sur papier. Fait qu'en soi, un roman, c'est déjà une œuvre à part entière. C'est déjà dans notre tête quelque chose qui se déroule. Oui, et quand on le lit, c'est une œuvre. Quand on arrive à une adaptation, c'est une autre œuvre. C'est pour ça que parfois, il nous est arrivé, par exemple, moi, j'ai joué dans Les Muses orphelines au théâtre de Michel-Marc Bouchard. Sous la direction d'un metteur en scène. Et quand Robert Favreau a fait le film, il a voulu changer complètement la distribution parce qu'il ne voulait pas refaire ce qui avait été fait au théâtre. Il voulait avoir la liberté de création pour faire vraiment son film. Alors, je pense qu'il faut toujours distinguer une œuvre sur papier littéraire et une œuvre à l'écran. Les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. Les budgets ne sont pas les mêmes. Écrire un roman, ça coûte rien. Ça coûte juste ton temps puis ta passion. Puis tes nuits blanches. Ta santé mentale, parfois. Et ta santé mentale, dans ton cas, mon cher François. Alors qu'un film, c'est 2, 3, 5, 7, 8 millions. Alors, on est vraiment dans une autre sphère. Patrick Sénécal, vous êtes d'accord avec ça? Vous avez vécu ça, là? Oui, tout à fait. Puis moi, ce que je vis souvent, c'est... Il marche mon micro? Il me semble que je m'entends. Oui, il marche. Okay. Il marche, oui. Non, c'est dans ma tête, oubliez ça. Il se passe tellement d'affaires dans sa tête. Ce qui arrive très souvent, c'est que les lecteurs viennent me voir puis ils me disent qui ont lu mon roman, puis ils disent j'ai vu le film, je trouve que le film m'a déçu. Là, je dis, le problème, c'est pas que le film est moins bon que le livre. Le problème, c'est que par la force des choses, si tu as lu un livre et tu vas voir le film après, c'est sûr que tu vas être déçu. Pas parce que c'est moins bon, parce que si vous lisez, vous êtes combien? Vous êtes une centaine, là, puis vous lisez sans le même roman. Vous faites tout votre film personnel dans votre tête de ce roman-là. Après ça, vous allez voir le film fait par quelqu'un d'autre. Et là, vous attendez à revoir votre film, mais vous le verrez pas. Vous allez voir le film de quelqu'un d'autre qui a lu le roman comme vous autres, qui en a fait son interprétation. Et là, vous cherchez votre film à l'écran, vous le cherchez, mais vous le trouverez jamais. Et ça, on peut pas faire abstraction de ça complètement une fois qu'on a lu le roman. C'est ça que je suis d'accord avec François quand il dit c'est mieux de pas avoir lu le film pour apprécier, d'avoir lu le roman pour apprécier le film pour ce qu'il est. T'sais. Alors, moi, tous les livres que j'ai adorés, puis j'ai vu le film après, même en sachant que l'adaptation est bonne, je fais ouais, mais. Alors, c'est un drôle de. On a une relation bizarre avec ça parce qu'on souhaite tous voir un film tiré d'un livre qu'on a aimé, même si on sait qu'on va être un petit peu. On va rester sur notre fin. C'est très étrange. Est-ce que ça vous est arrivé de voir un film adapté meilleur que le roman d'où il vient? Mais dans le cas d'Hitchcock, dans vos souvenirs. Hitchcock, ça se peut parce qu'Hitchcock prenait souvent des livres assez ordinaires parce qu'il voulait justement s'approprier l'œuvre. Daphné du Maurier. Non, ça, c'est un exemple d'une bonne nouvelle. Psychose de Robert Bloch. Psychose de Robert Bloch, effectivement. Bon, c'est ça, il en a pris beaucoup de moins bons. Puis il disait, je refuserais d'adapter Dostoïevski ou tout ça parce que c'est déjà une œuvre trop forte. Oui. Alors lui, il voulait pas prendre des trop bons livres parce qu'il voulait faire un film il voulait faire une œuvre à partir de ça, une œuvre personnelle. Il y a un dicton à partir de ça. Il est plus facile de faire un grand film à partir d'un mauvais roman que de faire un grand film à partir d'un grand roman. Oui, c'est ça. Je pense que c'est assez vrai. Louise, dans vos souvenirs? Écoutez, moi, le souvenir que j'ai, c'est... si je regarde, par exemple, Paul à Québec, moi, j'avais même pas lu la bande dessinée quand j'ai lu le scénario. Le scénario m'a beaucoup plu, j'ai été touchée. Alors là, après avoir lu le scénario, là, j'ai acheté la bande dessinée et je l'ai lu de Paul à Québec. Et là, c'était une vraie découverte pour moi parce que moi, je suis pas une lectrice de bande dessinée. Alors, j'ai retrouvé l'essence que j'avais dans le scénario, que j'avais lu dans le scénario. Mais ce qui a été intéressant dans mon travail d'interprète, puis je suis pas la seule à avoir fait ça, c'est que tout au long du tournage, la veille de tourner des séquences, je retournais dans la bande dessinée pour regarder les séquences dans le livre, juste pour m'imprégner, parce que c'est une adaptation, mais une adaptation quand même différente de exactement ce qu'est c'est plus large. Le film est plus large que la BD. Mais je trouvais ça bien d'avoir des références au niveau de l'image, puis au niveau de l'image du dessin de Michel Rabagliati. Et ça, je trouve que dans ce sens-là, le film a été vraiment très, très réussi. Effectivement,
la véracité des personnages, en fait, est respectée, même s'il y a eu des ajouts, des trames parallèles qui n'existent pas dans la bande dessinée. Et tout ne ça serait-ce vient que pour nourrir. les costumes aussi. Quand je suis arrivée en essayage de costumes, là, je suis retournée dans la bande dessinée puis j'ai regardé les souliers, tu sais, de Lisette. Je me suis dit, ah, elle a des souliers orthopédiques. Je veux des souliers orthopédiques pour le personnage. Puis ça donne toute une autre démarche d'avoir des souliers comme ça. Au lieu d'avoir des souliers de DS là, ou des running shoes, ça change. Tu sais, ça change la façon dont on se déplace dans l'espace. Alors, c'est toutes des petites choses comme ça qui viennent nous inspirer, en fait, dans notre travail. Pour l'adaptation de la scénarisation, Monsieur Sénécal, comment est-ce que l'écrivain est la personne la mieux placée pour adapter son propre roman? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Moi, je l'ai fait, mais d'autres auraient pu le faire, puis ça aurait donné autre chose. Ça aurait pu être bon, meilleur, moins bon. C'est pas vrai que ça prend absolument l'écrivain. Je pense que c'est pas tous les écrivains non plus qui peuvent adapter leur œuvre. Moi-même, je sais pas si j'étais la meilleure personne pour adapter mes films. Peut-être que non. Peut-être qu'il y en a qui Avez-vous auraient fait du fun à le meilleur faire? Parce que c'est quand même, là, on part du... Fun n'est pas le mot que j'emploierais. Peut-être la première version, mais... La première version, t'as du dépôt en fun. dépôt. Mais là, après ça, c'est le cirque de tout le monde de la planète qui se pense créatif, qui veut dire qu'est-ce qui serait mieux. Et ça, c'est épouvantable. Je veux dire, t'as tellement de monde à convaincre dans le cinéma que ton scénario... Puis moi, je suis ouvert, là, je suis capable de me faire dire des commentaires, ça marche plus ou moins. Je suis capable de faire ça, mais quand tout le monde pense qu'il a son mot à dire, et en cinéma, c'est ça, il y a une chaîne de gens, puis si tu te mets à écouter tout le monde, ben ton film, il ressemblera plus à rien. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu mettes ton point sur la table, faut que tu aies un producteur qui te back. Ça, je l'ai eu, c'est correct, j'ai été chanceux. Mais c'est très... j'ai une relation amoureuse avec l'adaptation. Moi, c'est pour ça qu'en ce moment... Il y a un projet sur L.com, il y a un projet sur Le Vide, et ce n'est pas moi qui les écris, et je ne veux pas les écrire. Je ne veux pas. Maintenant, je connais assez de monde du milieu du cinéma pour savoir à qui je peux faire confiance pour les scénarios et tout ça. Je sais avec qui j'ai le goût de travailler, avec qui j'ai pas le goût de travailler. Je n'aimerais pas ceux que j'ai pas le goût, c'est pas nécessaire. Mais moi, je le sais. Moi, je le sais. Alors maintenant, je peux un peu plus faire confiance. Ce que j'aimerais, par contre, c'est écrire un scénario original qui vient pas d'un roman. Je pense que penser directement pour l'image, ça doit être pas mal plus fun que de passer par l'adaptation, de détruire un langage de roman pour le reconstruire en langage cinéma sans perdre l'essence de ce que tu veux dire. Ça, c'est pas évident. Ça, c'est pas évident. Puis, j'ai pas eu tant de fun que ça à faire ça. Quand tu vois ton film à l'écran, là, tu fais « Wow, on l'a fait, on l'a eu, c'est incroyable. » Mais le processus, c'est pas très... J'ai bien plus de fun d'écrire un roman que d'écrire un scénario. Est-ce que, d'ailleurs, la réalisation de La Reine Rouge n'était pas, je dirais, en réaction, justement, à toute cette énorme machine? Oui, mais Olivier Sabino, le producteur et le co-réalisateur, quand il m'a approché, il a dit « On ferait ça, on autofinance ça, Patrick. » Il dit « Moi, je propose ça. On passe pas par téléfilm, Sodec, tout ça. Ça va nous prendre 15 ans si on fait ça. » J'ai dit « OK, bonne idée. » Donc, on l'a fait l'année d'après, le temps que je l'écrive, le temps qu'on trouve le cast, tout le kit, le casting, tout ça. Bon, on n'avait pas une scène. Mais on a fait ce qu'on voulait. On a vraiment fait ce qu'on voulait. C'est sûr que si on avait une coupe de 1000 de plus, je n'aurais pas dit non, là. Il y a une coupe de scène que je regarde, je fais... Ouais, ça paraît un peu qu'on n'avait pas une scène. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose de libérateur. Il y avait quelque chose là-dedans de très guérilla, là. On a même tourné à des places sans demander la permission, là. On a tourné les coins ronds en tabarnouche. Fait que oui, ça, c'était le fun. Mais je comprends qu'on ne peut pas toujours tourner comme ça. On ne peut pas faire des productions professionnelles au cinéma de cette manière-là. Parce qu'à un moment donné... il y a un minimum d'argent qu'on a besoin. Là. Alors que la littérature, comme tu dis, ça coûte rien. Un roman, tu peux faire un roman qui se passe dans une cuisine ou un roman qui se passe à une guerre intergalactique entre 3 planètes. Ça coûte la même affaire. Ça, c'est extraordinaire. Effectivement. On se sent très riche quand on écrit un roman. On sent qu'on a tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. En fait, c'est un peu... Puis c'est surtout qu'on n'a pas personne, Dieu, à part notre directeur littéraire ou notre directrice littéraire, qui viennent nous demander des corrections. Alors que Patrick a raison, écrire un scénario, moi, je pourrais en écrire des scénarios. Ça fait 45 ans que je fais des films, mais je suis pas intéressée. Parce qu'il va y avoir toutes sortes de monde qui ne connaissent pas ça, qui viennent nous dire comment écrire. Puis là, ils nous demandent 1, 2, 3. Vous savez qu'un film, là, ça prend 5 ans avant de monter le financement. Et c'est des fois 8 puis 9 versions du scénario. C'est l'enfer. Ça demande une patience d'ange pour nos réalisateurs et nos producteurs arriver à faire un film. Paul à Québec, ça a pris 5 ans, alors que la bande dessinée était un énorme succès.
On avait quand même un excellent producteur, 2 productrices associées, dont Karine Vanasse, qui a quand même une excellente réputation, François Bouvier, qui est un réalisateur, très bon réalisateur. C'est ça, la réalité de notre cinéma. Ouais. Moi, je m'appelle Michel. Quand ils ont commencé à faire le projet, Michel, l'auteur de la BD, Rabigati, m'appelait et il me disait « Hey, il dit, c'est compliqué en tabarnouche, écrire un scénario. » Puis les dépôts, il dit « C'est compliqué de même? » J'ai dit « Michel, bienvenue. Bienvenue dans la grande famille des scénaristes. » Puis oui, il a passé par tout ça. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Puis moi, j'ai le temps de faire 4 romans le temps qu'un film se fasse. Là. C'est sûr. C'est fou de même. François Lévesque, est-ce que ça donne envie d'entendre ces commentaires-là? Est-ce que vous voyez un jour, par exemple, la noirceur sur grand écran, éventuellement? Ça a tellement l'air plaisant. Ce qui est ironique, c'est qu'à la base, la noirceur, ça devait être un projet de scénario. Ah bon? D'accord. Oui. Qui mal tourné. Non, pas du tout. Au contraire, j'espère. Qui n'a pas été tourné. C'est un jeune producteur qui m'a sollicité pour que j'écrive un scénario de film d'horreur, quelque chose qui pouvait se tourner avec un budget modeste. Cela dit, c'est tout à fait ça. Ça remplit la commande. Oui. Il y aurait un peu d'effets spéciaux quand même. J'ai pensé à ça. J'ai eu mon idée. Je me suis mis à écrire ça. Puis de fil en aiguille, écrire un scénario, la scénarisation, c'est un autre type d'écriture. C'est une autre gymnastique complètement. J'ai pogné les nerfs, puis j'en ai fait un roman. Cela dit, virtuellement parlant, je vous jure que on le voit. En tout cas, moi, je l'ai vu, le film, cette semaine. Là, je l'ai bien vu. Dans ce livre, c'est assez habile. Je dirais qu'on voit que vous avez une relation avec le film d'horreur qui est assez, je dirais, nourrie. Ce sont mes premiers amours. Ça se sent très, très bien. Mon amour du cinéma vient de là. François, c'est sûrement le gars qui connaît le plus les films de genre que je connais au monde. Là. C'est complètement délirant. Là. On peut pas le planter sur rien. C'est assez fascinant. Et il y a un univers référentiel très puissant dans son livre. Je pense qu'il n'y a pas une page où il n'y a pas une référence à une œuvre qui tient de l'horreur ou du fantastique. C'est inconscient la plupart du temps en plus. Ah oui, j'imagine que le téléphone de Daphné soit le thème de Psychose, c'est sûrement inconscient, j'imagine. Il y en a des conscientes, il y en a des moins conscientes. Et quand elle raconte à son amie Sophie qu'elle habite la dernière maison sur la gauche, j'imagine aussi que... techniquement, c'est vrai. c'est tout à fait vrai, mais il suffit de la placer. Vous l'avez placée, vous avez cliqué déplacé sur la gauche, j'imagine que ça n'était pas là. Sur le bord de la rivière où la sœur jumelle de son père est morte, noyée, non retrouvée. Là, dis-en pas trop, là. On l'a pas lu encore. C'est juste le début, ça. Okay. Je suis pas en train de... Non. Je suis quand même pas en train de spoiler un livre d'horreur. Là, on quand même pas exagéré. C'est pas mon genre. Mais cela dit, c'est extrêmement habile. Et si vous êtes des amants du genre, François Lévesque a... vous savez, les boîtes pour lesquelles on tourne une manivelle, puis il y a un diable qui apparaît. On dirait qu'à chaque page, il y a un petit tour de manivelle qui se fait. Puis la tension devient absolument... C'est incroyable. Puis on est rendu à 15 pages de la fin, puis on se dit, de deux choses l'une, ou il n'y a rien dans la boîte, ou quand ça va péter, ça va péter. Il y a quelque chose en bas. Mais cela dit, moi, j'anticipais, je me disais, s'il n'y a rien, c'est pas grave, parce que la relation père-fille est extrêmement intéressante, et cette histoire-là, en soi, est extrêmement intéressante, très solide. Moi, je trouvais que j'en avais déjà pour mon argent. Déjà. Moi, j'aimerais ça, je ne sais pas si vous aviez prévu qu'on parle de ça, mais moi, j'aimerais ça vous parler de ce que c'est qu'un roman qui est adapté. Comme je vais prendre l'exemple de Cordelia, qui raconte, en fait, c'est un récit véridique. Oui. Alors, comment on fait pour incarner, en fait, un personnage qui a existé? C'était tellement dans mes questions. Là, c'est vrai? C'est-tu le bon temps d'en parler? Je vais dire oui tellement. Oui, là, en plus, c'était ma prochaine. Bon, OK. Mon Dieu, on fait de la transmission. Non, mais c'est vrai que c'est quand même un film qui remonte à plusieurs années. Je pense qu'on a tourné ça en 79. Alors,
Mais là, 70. je regarde, il y a Je- pas mal de monde qui l'ont vu, je crois, ici dans l'auditoire. Mais ça, c'est très particulier parce qu'on se sent comme une sorte de responsabilité Ouais. hein, par rapport à la personne qui a vécu. Surtout que cette personne-là avait été accusée. Et moi, j'ai fait tout un travail pour essayer de savoir à l'intérieur de moi qui avait à l'incarner, est-ce qu'elle était coupable d'avoir assassiné son mari ou non? Parce que pour moi, c'était essentiel que je puisse répondre à cette question-là pour pouvoir l'incarner adéquatement. Parce que si je me sens coupable, je ne vis pas la situation de la même manière que si je ne suis pas coupable. Bien entendu. Il faut vraiment que l'actrice prenne position dans ce cas-là. Oui, et puis pour me préparer à ce tournage-là, vu que c'était un film d'époque, pendant les 2 mois qui ont précédé le tournage, j'ai vécu reclus chez moi, je mangeais à la lampe à l'huile, j'ai arrêté de me maquiller, je portais tout le temps des vêtements, des robes longues, parce que j'avais vraiment besoin de ressentir, en fait, cette époque où on vivait pas avec l'électricité, pas avec... Tu sais, j'ai vécu vraiment comme renfermée dans un univers pour rentrer dans la vie de Cordelia. Et quand on a commencé à tourner, j'étais persuadée, et je le suis encore, des années plus tard, persuadée qu'elle n'était pas coupable. Alors moi, je voulais réhabiliter. En fait, ma mission d'actrice dans l'incarnation de Cordelia, c'était de réhabiliter Cordelia. Oh, mais ça, c'est Louise au grand cœur, là, qui voit toujours Oui. le bien partout, puis C'est que sûr. tout le monde est gentil. Tu voulais pas qu'elle soit coupable, Louise, Non. c'est ça? Hein? Non, parce que je trouvais qu'elle était une victime de l'époque. C'était une femme victime des préjugés parce que c'était une femme qui était libre, parce qu'elle jouait de l'orgue à l'église, parce qu'elle dansait. Puis moi, bien évidemment, j'ai jasé pas mal avec Pauline Cadieux, qui avait travaillé sur l'enquête, qui avait travaillé en fait avec l'avocat qui avait été présent à l'enquête à ce moment-là, au moment de l'histoire de Cordelia. Et de toute façon, La lampe dans la fenêtre de Pauline Cadieux dénonce clairement qu'il y a eu un procès trafiqué et tout ça. Donc, moi, c'est venu corroborer, en fait, émotivement ce que je ressentais pour incarner. Alors ça, c'est une autre façon d'aborder des rôles qui est très différente quand on aborde une histoire vraie. Effectivement, il y a une distance là, qu'on peut pas ignorer. Je dirais. En fait, il faut pas qu'il y ait de distance. Il faut être ce personnage-là. Il faut l'incarner. On Il ne faut peut pas le l'incarner. jouer. On ne peut pas jouer ça. Mais, il y a une différence entre jouer et incarner. Mais là, je ne vous donnerai pas une classe de cinéma ici là-dessus. Mais des fois, quand je fais des classes d'acting, là, je parle de la différence entre incarner puis jouer. C'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'incarner à ce moment-là, ça Bien, jouer, tu sais. jouer, je veux dire, ça serait plus pour l'œuvre de fiction. On peut être très habile à jouer, mais Ouais. on garde toujours une distance avec le personnage qu'on aborde. Alors qu'incarner, on saute. On saute de tout notre être, mais on en sort après. Il ne faut pas avoir peur de sauter. Mais ça, c'est une question de tempérament. Il y a des gens qui sont très cartésiens, qui analysent, qui sont très... Ils vont tout étudier le personnage, puis tout comment l'incarner, puis ils vont être formidables. Gilbert Scott est un petit peu comme ça. Je travaillais avec Gilbert 2 fois en 2015 sur 2 films, sur Les Loups puis Paul à Québec. Puis Gilbert, c'est un professeur. Hein? Ça fait 28 ans, Gilbert, qui enseigne au Conservatoire d'art dramatique. Alors, Gilbert, il va fignoler son personnage. Moi, je suis une hyper émotive. Alors, moi, je suis très, très, très différente. Hein? Je vous apprends quelque chose cet après-midi, Ben oui. mes chers amis. Ben oui. Alors, moi, c'est tout le contraire. Moi, il m'appelle prise, tu sais, Miss Prise 1. Moi, 2, 3 prises. Après ça, je suis plus bonne à rien. Là, je suis juste bonne à acheter. Moi, il faut pas qu'on me fasse faire 10 fois la même affaire. Je viens folle. Puis, C'est pour ça que je fais jamais le ménage chez nous. On apprend plein de choses. François Lévesque, est-ce qu'on vous... en tant que critique de cinéma, est-ce que... comme vous critiquez les films... Ça vient avec, oui. Oui, j'imagine, oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on vous lance des fois, des gens que vous avez critiqués, vous lancent des fois à la face, ouais, ben, fais-en donc un film, toi, d'abord? Non, ça m'est Non? jamais arrivé. C'est jamais arrivé? Pas encore, en tout cas. Puis ça donne... J'ai une approche... ça vous stimulerait? Je sais pas. J'ai une approche assez personnelle du métier de critique. Étant créateur moi-même, étant romancier, je sais ce que c'est que d'être exposé à la critique, de produire une œuvre.
de la lancer. Et puis bon, tout le monde se prononce. Je sais comment on se sent quand on lit une critique sur son travail. D'accord. Donc, moi, quand j'écris une critique du film de quelqu'un d'autre, premièrement, je sais que ça demande énormément de travail. Je sais que c'est très long. Ça prend 5, 6 ans, des fois plus, plusieurs versions de scénario, tout ça. Et je sais qu'il y a énormément de gens qui sont impliqués. Je sais qu'il n'y a personne qui s'attelle à la production d'un film dans l'espoir de faire un mauvais film. Tout le monde veut faire un bon film. C'est sûr. Donc, en gardant ça à l'esprit, j'essaie toujours, tout en étant très honnête, de signaler chaque point positif que je vois, mais tout en disant ce qui ne fonctionne pas, le cas échéant. Je me considère pas un critique trop coulant, mais je n'ai aucun plaisir à écrire l'équivalent d'un derby de démolition. C'est vraiment pas mon trip. C'est ça que tu m'as déjà dit. Je me rappelle, tu me dis, moi, j'ai pas de plaisir à démolir un film. Alors, et ça, je trouve ça bien correct comme attitude de critique, alors qu'il y a des critiques qu'on sent qui ont du fun. Puis Oui. Donc, c'est le métier. Il y en a même qui l'ont déjà admis. Donc, moi, démolir un film, j'aime tellement ça. J'étais à bandouche, j'ai le goût de dire, ça va pas bien dans ta vie. Pourquoi tu as tant besoin de démolir l'œuvre de quelqu'un d'autre? Pourquoi ça te fait jouir à ce point-là? Je trouve pas ça sain. Alors que toi, tu m'as déjà dit ça. Je dis, moi, j'ai aucun fun à démolir un film, mais s'il est pas bon, je vais le dire qu'il est pas bon, mais de là à le démolir. Et je pense que ça paraît dans la manière que tu écris tes critiques, justement. Ouais, il y a toujours du positif à signaler. Tu sais, même si un film ne fonctionne pas pour X raisons, ben, je sais pas, moi, si l'interprétation de telle actrice dans un rôle secondaire, elle est excellente, ben, faut le signaler. Oui. Si le montage est bien, il faut le signaler. C'est rare que tout est acheté. Là, moi, je suis tellement film. contente parce que j'ai connu François au Festival de Rouen-Noranda. T'avais quoi, 17 ans? J'étais plus jeune, oui. Quand t'avais 16, 17 ans, puis Bon, il s'intéressait, c'était un passionné de cinéma, puis il faisait du bénévolat là. Après ça, je l'ai retrouvé au rendez-vous du cinéma québécois. Fait que moi, je me sens juste correct avec lui, là. Je pense qu'il me fera jamais vraiment une critique mauvaise. Non. C'est vrai que c'est un bon critique, François, parce qu'il est, justement, il y a beaucoup de délicatesse parce qu'il connaît la création, comme il le disait. Puis nous, ben tu sais, des fois, on a beaucoup de plaisir à faire un tournage, puis le résultat n'est pas là. Ça arrive. Puis ça nous déçoit, nous aussi, mais ça n'enlève pas tout le processus de travail qui a été fait. Et ça, on doit saluer ça. On doit le reconnaître. C'est super important. Mais on ne peut pas tenir compte pour un film ou pour un roman. Quand on critique, on ne peut pas tenir compte du... On peut pas dire, ouais, mais ça a été tellement tough. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut pas être une raison pour dire... C'est quand même un résultat. C'est bon. Hein? On juge un résultat, on ne juge pas un processus. Mais je me rappelle, moi, quand j'enseignais, il y avait une... Elle était épouvantable, cette enseignante-là. Elle était drôle, mais elle n'était pas gênée avec ses étudiants. À un moment donné, il y a un étudiant qui avait coulé, puis elle est allée voir, elle est allée dire... Crime, Madame Lebel, je me suis forcé pourtant cet examen-là. Là. Je me suis vraiment forcé. Elle dit, ouais, mais dis-moi, des fois, je vais aux toilettes, je force, ça donne rien. J'étais là de tabarnouche. En voulant dire que l'effort n'est pas un garant de, tu sais, mais de là à traiter un film ou un livre comme si la personne avait fait ça sur le coin d'une table en s'en foutant. Puis c'est ça qu'on sent des fois des critiques. C'est comme si il y a des procès d'intention. Ça paraît que l'auteur s'en fout, le scénariste s'en foutait, ou ça paraît que le réalisateur a fait une commande, ou les acteurs. Ça, c'est du procès d'intention. Puis ça, ils n'en ont aucune idée, les critiques, quand ils disent ça. Et ça, c'est là le manque de respect, je trouve. C'est une autre discussion qu'on a eue, ça. Faut jamais prétendre qu'on est dans la tête du créateur, qu'on sait ce qu'il pense. Parce qu'on n'en a aucune idée. On n'en a aucune idée. C'est ça. Vous aurez compris qu'on est en train de parler de la critique en tant que genre littéraire, en lien avec le cinéma. On ne s'égare pas, là. Il faut rester avec sa perception et non pas essayer de prétendre qu'on sait ce que le créateur a Bien pensé. sûr. Louise, dans le récit Pauline et moi, il y a un passage là où on assiste, vous êtes au chevet de votre sœur Pauline, votre sœur jumelle, qui est visiblement là, sur les dernières heures ou les derniers jours de sa vie. Oui. Et vous racontez que vous êtes en train de jouer, vous êtes en train de tourner un film. Je vous pose la question, sur quoi vous tourniez à ce moment-là? Ah oui, ça, c'est très particulier. En fait, c'est que je suis en train de tourner une série télévisée. C'est pas un film. Je suis en train de tourner Prozac dans une aile d'hôpital qui est désaffectée et qui sert au tournage. Et je sais que ma sœur est hospitalisée là et je ne peux pas aller la voir parce que je sais qu'elle ne veut pas me voir. Et ça, c'est assez bousculant. Et c'est ma dernière journée de tournage en plus et on tourne là.
Et le lendemain, le lendemain, ils vont la transférer d'hôpital. Et là, je vais dire non. Là, je m'en vais à son chevet, gare. Il n'y a plus rien qui va m'empêcher d'aller vers elle, là, de voler vers elle, c'est le cas de le dire. Et c'est comme ça que je vais passer ces 4 derniers jours-là. Et ce qui va être spécial, c'est qu'au lendemain de son décès, je vais commencer un autre tournage où là, je porte le nom de Pauline dans le téléroman Destiné. Et ça, c'est très particulier parce que toute la semaine, mon réalisateur, Paul Carrière, il va m'appeler Pauline, tu sais. Puis moi, je trouve pas ça difficile, ça m'aide parce que j'ai l'impression que Pauline est avec moi, puis, tu sais, elle me porte. Puis là, il dit, c'était vraiment spécial. Bon, Pauline, vous allez vous placer ici. Puis Pauline, là, soyez plus coquine. Pauline, faites ci. Pauline, faites ça. Puis Paul, il a fait ça pendant 4 jours, tu sais. Fait que je me suis dit, il y a un prolongement. Il y a un prolongement là. C'était comme un clin d'œil. C'était comme la présence de Pauline était vraiment avec moi. Et je parle aussi dans le film, dans le livre, un petit peu plus loin, le chapitre de la Florida. Oui, oui. Hein? Oui. Que je revisionne la Florida dans laquelle Pauline a joué. Et elle avait comme partenaire Rémi Girard. Et moi, je vais faire Le Bonheur de Pierre ici à Sainte-Rose du Nord. Et mon partenaire, ça va être Rémi. Ça va être Rémi Girard. Et Pauline et moi, toutes les deux, on a eu comme fille au cinéma Marie-Josée Croze. Elle dans la Florida, puis moi dans Les Invasions barbares. D'accord. Ouais. Alors, c'est toutes quand même comme des clins d'œil du destin un peu. Qui, moi, me rassurent, en fait, qui me disent que notre vie était liée à tel point qu'on était même jusque dans notre travail, on a été comme liés jusqu'à la fin. Tourner Paul à Québec, après avoir écrit ça, ça a dû être aussi... oui, c'était particulier. Rédempteur, ça a nourri votre personnage. Bien, c'est-à-dire ce que ça... Oui, c'est sûr, parce que quand tu accompagnes quelqu'un... J'avais accompagné Pauline, j'étais en train d'écrire le livre, et là, on tourne cette histoire d'accompagnement encore dans Paul à Québec. Je me disais, Louise, dans ta vie en ce moment, c'est ton chemin, là, c'est un chemin d'accompagnement, tu sais. Puis c'est ça que tu es en train d'écrire, c'est ça que tu es en train de vivre au cinéma. Puis moi, ce que ça me dit tout le temps, j'appelle ça comme un peu des synchronicités, ça me dit tout le temps que je suis sur la bonne route, tu sais. C'est comme si ma vie est enlignée correctement. Parce que des fois, dans notre vie, on dérape et on n'est pas dans la bonne affaire. On va commencer quelque chose, ça ne marche pas, on est sur un projet, il tombe à l'eau. Mais quand on dirait que tout s'aligne comme il faut, en tout cas pour moi, c'est bon signe. C'est pour ça que c'est une rentrée intense pour moi, mais très belle, parce que je sens que tout s'enligne correctement. Oui, oui. Ouais. Très touchant, Pauline et moi, en passant. Merci. Je vous dis ça comme ça. Dernière tournée, on est dans un monde idéal. Ça ne prend pas 5 ans à faire un film. Patrick Sénécal, si on adapte une de vos œuvres comme ça, c'est super facile. Il y a quelqu'un qui s'occupe de tout. Puis ça sort l'année prochaine. Vous faites juste regarder ce qui se passe. Là, OK? On est vraiment dans un monde idéal. D'abord, quelle œuvre serait adaptée comme ça? Moi, je pense que ce serait Le Vide, là, que j'aimerais voir. Oui. Oui, c'est le roman dont je suis le plus content. Donc, je serais curieux de voir qu'est-ce que ça aurait de l'air comme film. Puis en plus, c'est pas en ce moment qui veut le réaliser. Fait que moi, Donc, ça serait pas du réalisateur? Ça serait pas. Il faudrait juste, finalement, que ça aille plus vite. Puis que... Oui, je veux dire, on est dans un monde idéal. OK? Là, on est vraiment... Il n'y a pas de contraintes. Le distributeur ne vous demande pas de changer la couleur de... Je veux bien qu'il me le demande, mais je veux juste que ce soit lui qui me le demande. Pas son concierge, son mari, sa femme, son voisin. Bon, c'est rien que ça. Mais oui, ça serait Le Vide. Et qui est l'acteur principal? Et Tabarnouche. Hey! Je sais pas. Je sais pas. Moi, il y a un acteur que j'adore, mais ça ne marcherait pas pour ce rôle-là. C'est un acteur qui a quand même un physique qui ne permet pas de faire nécessairement tous les rôles. C'est Ricky Gervais, le gars qui a joué dans un Britannique qui a fait la série The Office, qui est un acteur, je trouve, en humour, en tout cas, extraordinaire. Mais ça ne marcherait pas. Ça marcherait pas. Bon, c'est pas lui. Il faudrait qu'il se transforme en tabarnouche. Je sais pas, c'est une très bonne question. J'ai pas pensé à ça. Quand j'écris mes romans, je vois pas de face. Okay. Je vois vraiment pas. C'est pour ça que je décris très peu mes personnages, parce que je vois pas de visage. Je veux que mon lecteur. Certains personnages, j'ai pas le choix de dire la gueule qu'ils ont parce que c'est important pour la psychologie, mettons. Mais règle générale, c'est assez flou la description de mes personnages. Puis je veux pas qu'on voit les faces de mes personnages sur les couvertures de mes romans, en général, à cause de ça. François Lévesque,
Si on a une adaptation comme ça, toute facile de La Noirceur, elle est réalisée par qui? Hey boy. Robin Aubert. Par Robin Aubert. Ah ouais, c'est un bon c'est choix, intéressant. ça. C'est très intéressant. Robin Aubert. On le voit bien. Puis, bon, dans un monde idéal, quelqu'un adapterait aussi mon roman policier, Une maison de fumée. Oui. Ouais, puis ça serait... Tiens, je viens de voir Ville-Marie, Guy Edouin. Ouais, ça? Guy Edouin. Ville-Marie, Edouin, oui. marécage. Oui, il ferait une Guy bonne Edouin, job. Ville-Marie, Ah oui, OK. le réalisateur de Ville-Marie. C'est vrai, vous avez rencontré Monica cette semaine. Ouais, hein? Oui, passer une demi-heure avec Monica Bellucci. C'est difficile, mon métier. Ouais. C'est En tête à dommage. tête. C'est vrai. C'est son article. Faut qu'on se parle tantôt. Maudite chanceuse. C'est drôle, moi, c'est pas tout à fait ça que j'ai pensé, mais en tout cas... C'est bon. Louise Portal, quelle œuvre serait portée au grand écran parmi ce que vous avez écrit? Ben moi, Selon votre choix. j'aurais beaucoup aimé faire une œuvre télévisuelle avec ma saga gaspésienne. Ça a passé proche 2 fois. Oui. À 2 reprises, il y a Bon. des gens qui se sont attelés au projet et on n'aboutit pas parce que c'est un peu d'époque. Ça commence dans les années 60, ça coûte très cher. Puis ça se passe en région, au bord du fleuve et là, tout. là, là, Mais l'œuvre, ça, c'est un de mes Ça ne rêves. fait pas transporter au plateau quelque chose? Non, là, vraiment non? pas. Non. Moi, Le le personnage plateau, je pense en avoir plein principal, mon c'est la casque. Gaspésie. Mais non, c'est sûr que le rêve que je caresse dans ma carrière, parce que j'ai quand même goûté à beaucoup de choses dans cette carrière magnifique de 45 ans, ce serait l'adaptation d'un de mes romans. Et pour le moment, ce serait vraiment L'Angélus de mon voisin. Oui, d'accord, oui. Sonne l'heure de l'amour, qui est vraiment... Beaucoup de gens qui l'ont lu m'ont dit que ça ferait un beau film, qui coûterait pas trop cher. Et puis... Plein de qualité. Oui. Et Puis- qui l'adapte? qui l'adapte, ça, je sais pas. Ça me prend vraiment quelqu'un qui veut être scénariste. Je veux pas que je suis comme... Oui, d'accord. non, je Vous veux touchez pas pas à ça. scénariser. Il y a quelqu'un qui est engagé pour Et le scénariser. personnage principal, moi, je joue Jeanne Dorval, l'écrivaine, c'est sûr. Oui. Puis Charles-Émile Jacques, ça pourrait être chez les Français. Au début, je voulais Daniel Auteuil. Après ça, Vincent Lindon. Au Québec, ça pourrait être Luc Picard. Ça pourrait être aussi Roy, mais il faudrait que Roy il maigrisse beaucoup, beaucoup, parce que le personnage est atteint du sida. Donc, il faut vraiment avoir un acteur qui est mince. Mais Daniel Auteuil, il faut voir qu'il maigrisse aussi. Oui, là. parce qu'effectivement, il a pris de la Ouais. ligne. Mais c'est Monsieur Auteuil. un magnifique personnage. C'est l'histoire d'un peintre. Et puis... Puis au niveau de la réalisation, là, je suis vraiment embêtée. Mais là, en ce moment, je pencherais beaucoup pour soit une réalisatrice, parce que ça demande une certaine sensibilité, mais j'avoue que François Bouvier serait quelqu'un de très, très, très bien. Je l'avais déjà proposé à Charles Binamé il y a plusieurs années, mais Charles a préféré faire un film avec Fabienne qui n'a pas marché. Alors... C'était l'histoire avec Rémi, là, C'était le pas chef de la PEG. Là. Oui, ce qui Le se passe. piège américain. Le C'est piège ça, américain. le piège voilà. américain. Voilà, c'est Alors, pratique d'avoir un critique. moi, de je cinéma crois ici. beaucoup au destin, puis je me dis que si un jour cette histoire-là a à être portée à l'écran, il y a quelque chose qui va arriver, qui va se passer, puis ça va se réaliser. Alors moi, là, quand ça marche pas, savez-vous ce que je fais? Je ferme les dossiers, je mets ça dans une valise que j'appelle la valise aux oublis, puis ça reste là le temps qu'il faudra. Mais avec les années, j'ai pris une philosophie d'accepter les choses, puis je me dis, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon momentum, on serre ça, puis on attend. Alors, c'est pas grave. Pour le moment, Oui. c'est dans le tiroir. Oui, c'est dans la valise. Tout à l'heure, je voulais proposer, François Lévesque, je voulais proposer éventuellement, si La Noirceur était tournée, je pense qu'il y aurait un rôle pour Louise. Une poignée de porte, n'importe quoi. Oui, il y aura un beau rôle, oui. Il y aurait un beau rôle, hein, quand même. Tu sais, le rôle de la Ouais. mère La de grand-mère. Guillaume. Là, c'est la grand-mère de Daphné. La mère de Guillaume, oui. Ouais. Je suis rendue d'un rôle de grand-mère, là. Non, mais il est particulier, celui-là. Non, oui. il serait très particulier. Je dirais, la grand-mère, elle est catatonique depuis 25 ans, quelque chose comme Ouais. ça, dans j'allais dire un hôtel, un hôpital psychiatrique. Ah oui. Ça demande Ouais. de jouer avec le regard seulement. Ouais. Ah oui. non, Je suis il y a- rendue bonne. As-tu vu, dans mes derniers films, je parle pas beaucoup, hein? Je me prépare. Je suis en train de me préparer à jouer dans ton film, François. Non, mais gars, juste un 15 secondes de regard catatonique. Là, je parlais de casting tantôt. Là, vous nous faites ça? Hein? Ah oui, oui, je suis Un regard capable. perdu, là, comme ça, là. Il y a un petit frisson. Là. Ça, en radio, ça marche pas, hein, ce genre d'affaire-là.
Faut pas faire ça à radio. On l'engage. Ça ira pas dans la valise à oubli, ça. Merci beaucoup, Louise. Merci tout le monde. Merci. Alors, je rappelle que ces 3 auteurs à la table sont Patrick Sénécal, évidemment, qui est au kiosque. Je le sais pas. Moi, je sais jamais le numéro de Tu kiosque. sais jamais. J'en ai un là-bas, j'en ai un là. Je me rappelle pas des numéros. Alire VLB, mais à soir, ça va être chez Alire à 7h30. D'accord. Vous êtes chez Alire aussi, François Alire Lérègle. également. La noirceur que je vous recommande chaudement si vous voulez avoir... ça se lit le soir, mais à un moment donné, on le laisse tomber, puis on se dit non, je vais le lire le reste demain matin. Tout à fait efficace, je dirais. Et Louise Portal, Pauline et moi, Alors, je le suis récit. chez Druide au 65, puis je m'en vais là, tout de suite après. Là. Puis à 7 h ce soir, on fait un petit lancement, mes cousins, mes cousines. Alors, vous pouvez rester. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup à vous Merci trois. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors bonjour Pascal. Bonjour. Alors est-ce que vous avez eu peur de venir et puis c'est pour ça que vous n'êtes pas venu? Vous aviez trop peur? C'est ça. Non, je suis peureuse, je suis timide aussi. Et c'est sûr que là, quand j'ai vu que j'étais toute seule avec vous, j'ai comme dit, oh, OK. c'est un défi pour moi. Ouais. D'accord, alors je dis ça, je parle de peur ici parce que vous nous présentez un livre dont la peur occupe une certaine place, Oui. duquel la peur occupe une certaine place. Parlez-nous un petit peu de cette Emma que vous Oui. mettez en scène dans votre livre, une peureuse professionnelle et maladive. Oui. Ben, Emma c'est un peu moi, finalement, parce que je suis une grande peureuse. J'ai peur de plein de trucs depuis que... J'ai peur des clowns, j'ai peur des mascottes, j'ai peur des chiens. Le parcours de mon enfance, c'est un parcours où je savais exactement où habitaient mes amis, mais où étaient les chiens sur le parcours. Donc, je faisais de grands détours. Donc, j'ai voulu écrire un livre sur la peur, sur une femme qui avait peur de plein de choses. Et j'ai commencé à écrire et je trouvais que ça manquait un peu de substance. Et j'ai donné à Emma une chose que je n'ai pas. J'ai donné à Emma une enfance qui a été difficile, une enfance très jeune qui a été difficile. Et on comprend tranquillement en lisant le livre que, donc, Emma souffre de ses peurs, mais elles sont liées à l'enfance. Et un jour, Emma, il y a un orage. Emma reste dans la voiture. Et son amoureux va la chercher de la voiture. Et là, elle se réfugie, parce qu'elle a très peur des orages, elle se réfugie dans la douche. Et c'est là que son amoureux va la rejoindre, puis il lui dit « Emma, ça n'a pas de bon sens. De quoi tu as peur? » Puis elle dit « Est-ce que tu veux la liste de toutes mes peurs? » Non, mais il dit « Dis-moi ce qui te fait le plus peur. » Et elle lui répond que ce qui lui fait le plus peur, c'est sans doute de passer une nuit seule dans la forêt. Et il lui dit « Va passer ta nuit dans la forêt. Va dans la forêt. Tu vas te libérer de tes peurs. » Donc, Emma fait des recherches pour se préparer à sa nuit en forêt. Et c'est là qu'elle découvre qu'elle peut se faire scalper par un ours. Je ne savais pas ça, moi, mais c'est comme ça que les ours attaquent. Qu'elle découvre que, bon, les loups sont plus ou moins dangereux, des trucs comme ça. Et elle va passer finalement sa nuit en forêt. Une première nuit qui est un échec. Elle n'y arrive pas. Une deuxième nuit où, enfin, elle va être capable de confronter ses peurs. Et durant cette nuit-là, évidemment, elle va faire la paix avec le passé. Elle va se guérir de certaines peurs. Et elle va faire aussi la paix avec l'enfance, ce qui est très important. Et elle va ressortir de la forêt en se disant qu'elle a le droit maintenant à une vie pleine et entière et qu'elle a le droit aussi, et c'est important dans le parcours d'Emma, elle a le droit d'aimer et d'être aimée. Et ça, c'est très important pour elle. Oui. Au cours de cette préparation à sa nuit en forêt, et par toutes sortes de remémorations, elle effectue un retour sur son enfance, Oui. sur sa jeunesse, un retour qui tient presque de la thérapie. C'est pas quelqu'un qui aime beaucoup les psychologues, mais par contre, c'est quelqu'un qui est très introspectif. Oui. Je voulais savoir si on faisait un peu de psychanalyse d'après-midi, de samedi après-midi. Oui, Qu'est-ce que la forêt pourrait représenter de si effrayant? Parce que la forêt, après tout, c'est la nature, et la nature est plutôt bienveillante. Oui, je pense. mais quand tu es petite, en tout cas moi petite, aller en forêt, écoute, les contes de notre enfant, ils se perdaient tous en forêt d'une part. Pardon. Donc, c'est ça d'une part. Alors, ils se perdaient tous en forêt. Et moi, j'avais peur de ça. J'avais peur qu'on m'oublie dans la forêt. J'avais peur. La forêt, c'est l'inconnu.
On commence à aimer la forêt, j'ai l'impression, en vieillissant. Mais sinon, lorsqu'on est petite, il y a d'immenses arbres, il y a l'inconnu. Donc, ça vient de l'enfance. La peur de la forêt vient vraiment de l'enfance. Et une forêt a en soi, peut-être vraiment en devenant adulte, mais en soi, rien de rassurant. Il y a des bruits dans la forêt. Il y a le vent, il y a les branches qui craquent, il y a des trucs. Et moi, j'ai dû quand même, pour écrire le livre, me dire... Essaie de passer quelques heures en forêt. J'ai pas réussi. Non. Mais par contre, à la campagne, là, on a un petit gazebo. Je suis restée 1 heure dans le gazebo, c'était suffisant. Et la forêt, il y a beaucoup de bruit dans la forêt. Il y a le bruit du sol, on entend les trucs au sol. Il y a le bruit dans les airs. Et les deux sont inquiétants. Mais le plus inquiétant dans une forêt, c'est quand il arrête d'avoir du bruit. Quand la forêt devient complètement silencieuse, là, on se dit « Ouf, OK », et on n'aime pas tellement ça. Et pour revenir sur l'enfance d'Emma, ce qui est une enfance extrêmement difficile puisqu'elle a souffert, on va dire, d'abus sexuels, on va dire de quoi il en retourne après avoir perdu sa mère, donc c'est pas des plus profitables ni des plus agréables. Et comment on s'aventure en tant que romancier dans des sentiers si pénibles et si difficiles que pour traiter ces sujets-là? Comment on fait? Est-ce qu'on a peur aussi d'aller dans ces zones, de peur de blesser les gens qui ont été victimes de ça, de ne pas... Non, au contraire, avec ce roman-là, je voulais montrer qu'on peut vivre vraiment des trucs horribles, même quand on est jeune, mais qu'on peut toujours s'en sortir. Et moi, ce roman, je le voulais inspirant. Je voulais qu'il nous fasse la preuve qu'on est tous beaucoup plus forts qu'on l'est, on est tous beaucoup plus courageux qu'on l'est, et qu'il n'est jamais trop tard non plus pour faire la paix avec le passé. Parce que Emma est à l'aube de la quarantaine et elle décide que si elle veut vivre par la suite les années qui lui restent à vivre, il faut qu'elle fasse la paix avec le passé. Et pour moi, c'était important de le faire. C'était important de montrer qu'on peut être une petite fille fragile, une petite fille vraiment très peureuse, mais qu'on peut être à la fois aussi très, très fort. Parce que moi, j'ai l'impression... Moi, je suis une grande peureuse, vraiment. Mais j'ai l'impression aussi d'avoir une grande force. Et je voulais qu'on puisse le voir dans ce livre-là. Et je voulais aussi il y avait la notion qui était très importante pour moi de faire la paix avec le passé. À un moment donné, on a tous un passé. Il y a des gens qui ont des passés beaucoup plus douloureux que d'autres. Il faut faire la paix avec son passé, mais il ne faut pas pardonner à tout prix. Et ça, c'était une grosse nuance pour moi. On peut faire la paix pour soi-même, mais on n'a pas à pardonner aux gens qui nous ont blessés alors qu'on était enfants. Et ça, je voulais que ça sorte beaucoup dans le livre aussi. Oui, la relation qu'elle a avec l'homme qui abuse d'elle, quand même, vous la traitez avec beaucoup de nuances, puisque elle a de la sympathie pour lui. Elle en conserve. J'ai trouvé que c'était assez nuancé comme traitement. Oui, tout à fait. Assez intéressant. Mais voilà. Mais pour revenir sur ces histoires de force qu'on a en nous, il me semblerait aussi, je ne sais plus si Emma le prononce comme ça, mais que les peureux sont les plus courageux dans le sens où on est de nature peureuse, donc ça nécessite un courage tout à fait. Permanent tout au long de la journée, puisque un orage demande énormément d'énergie, par exemple. Alors que si on n'a pas peur, il n'y a pas de courage à ne pas avoir peur, vu que de toute façon, on n'a pas peur. Les choses s'inversent. Les courageux sont les peureux et les peureux les courageux. C'est bien dit, effectivement. Quand tu as des peurs naturelles, quand tu as peur de plein de trucs, chaque instant de la journée peut devenir un moment de courage. Dans le cas d'Emma, la simple idée de prendre un comprimé, ceux qui en prennent, là, qui ont mon âge à peu près, là, les comprimés de calcium qui nous servent, là, écoute, c'est gros, c'est immense, ces comprimés-là. Moi, je suis incapable de prendre ça seule à la maison parce que je me dis, si je m'étouffe, il n'y a personne pour me secourir ou venir me sauver. Donc, je le prends. Et Emma, ce sont ces petites peurs-là, mais qui jalonnent finalement toute sa vie. Et peu à peu, elle va apprendre à descendre au sous-sol, être capable d'être seule au sous-sol. Et je le dis à tous ceux qui s'arrêtent pour venir me voir. Lorsque mon livre est sorti mercredi, et je me suis dit, il faut que je fasse moi aussi un geste de courage, là, que je continue à avancer dans ma démarche. Et depuis 2 semaines, je suis capable de me stationner dans le stationnement intérieur, dans le stationnement souterrain, donc de l'endroit où j'habite, là, après un été à payer des contraventions jusqu'à ce que mon chum me dise, bien, Pascal, on a un stationnement, essaie d'y aller. Donc, maintenant, depuis 2 semaines, je suis capable toute seule, de stationner. Je suis vraiment pas bien quand je sors dans le garage. Là. J'ai vraiment peur, mais je tiens ma clé puis je me dis que je vais me faire partir le système d'alarme s'il arrive quelque chose. Il n'y a pas un chat, il n'y a personne qui va l'entendre, on le sait, mais quand même. Et j'ai essayé même le téléphone, mais le téléphone dans un 3e sous-sol, ça ne rentre pas. Donc, je m'habitue tranquillement.
mais je le fais. Et il y a d'autres victoires comme ça qui vont se faire. Tu sais, c'est comme, j'ai encore peur des chiens. Donc, oui, ça demande du courage. Moi, quand je réussis, là, quand je réussis à sortir de l'auto puis à courir vers la porte quand même, mais je suis contente et je suis fière de moi pour ça aussi. Félicitations. Merci. Mais... Hey, hein, regarde, je me stationne tout seul. ne prenez pas de risques trop inconsidérés. On veut vous garder parmi nous. Oui. N'allez pas plus loin que ça. Oui. Est-ce que ça a été un livre thérapeutique pour vous? Oui. Est-ce que vous seriez garé dans un parking souterrain avant de l'avoir écrit? Non, pas du tout. Et justement, je pense, à un moment donné, je vais finir avec toutes mes bébites, là, mais je veux dire, je pense que tous les livres sont thérapeutiques. Le premier parlait là, de la peine immense de perdre quelqu'un. Le deuxième, c'est la paix avec le passé. Et celui-là, c'est vraiment d'affronter ses peurs. Et pour moi, c'est important d'en parler parce que tu sais, les gens me disent on doit rien regretter. C'est pas vrai. Moi, je regrette des affaires. Et je regrette d'avoir eu peur du regard des autres. Je regrette d'avoir eu peur de me lancer et d'être jugée. J'aurais dû écrire il y a longtemps. Et ce qui m'a empêché d'écrire, c'est vraiment la peur d'être critiquée, la peur que les gens n'aiment pas ce que j'écrive. Et je me dis, ben, je me suis peut-être coupé une dizaine d'années de plaisir, de bonheur d'écrire à cause de cette peur-là. Donc, en l'écrivant, je me suis dit, là, Pascal, t'abandonnes cette peur-là, peu importe ce que les gens vont en penser. Toi, tu l'aimes, tu l'écris avec ton cœur, avec tes émotions, avec beaucoup d'amour. Vas-y. Et celui-là, vraiment, j'ai l'impression que c'est mon premier vrai roman, parce que c'est un roman que j'ai écrit sans la peur et c'est un roman que j'assume entièrement et dont je suis fière. Oui, le personnage d'Emma est écrivaine elle-même, pareil avec un rapport difficile avec la littérature, d'abord trahi par oui, tout à fait. quelqu'un qui reprend plus ou moins son histoire pour en faire un roman et le vendre malgré elle. Et deux questions. Alors, c'est difficile d'extrapoler ou de télescoper l'avenir de personnages de romans, mais je me demandais, va-t-elle devenir écrivaine et va-t-elle peut-être devenir mère à l'issue de ce roman? Est-ce que ça reviendrait? Est-ce que les deux sont liés? Les deux pourraient se lier parce que Emma est une petite fille toute seule et elle a eu de la difficulté avec l'enfance. Et je pense que la façon de faire la paix avec ça, effectivement, ultimement, c'est peut-être d'être capable d'être maman et d'avoir une enfant soi-même et se dire, je vais l'aimer et moi, je vais la protéger alors que personne ne m'a protégée. Ça, c'est important. Et d'écrire ou de faire ce qu'elle a envie de faire. Parce que je trouve que la peur, c'est souvent ce qui nous coupe de ce qu'on veut vraiment, de nos rêves, de ce qu'on veut réaliser. Et je pense que si Emma veut écrire, elle le fera. Si elle veut apprendre à grimper dans les arbres, elle le fera également. Mais moi, je vois un bel avenir pour cette femme-là qui s'est libérée de ses peurs. Un très bel avenir. Voilà. Et pour finir, est-ce que, selon vous, il y aurait un dénominateur commun à toutes les peurs ou il y aurait des peurs de nature différente, par exemple? Je ne sais pas, que la peur du danger soit différente de la peur d'être rejeté, ou est-ce qu'il y a entre les deux quelque chose de commun, comme, je ne sais pas moi, la peur de disparaître, la peur du néant, ou est-ce que... Voyez-vous ce que je veux dire? Oui, je comprends. Mais moi, la peur, il y a des types de peurs qui sont moins graves que d'autres. OK? Avoir peur, moi, j'ai peur des clowns et j'ai peur des mascottes. Et ça, je sais que ça vient de mon besoin de vérité. Moi, j'ai besoin de voir quelqu'un. J'ai besoin de savoir qui est là, à qui je m'adresse. Et dans le cas de clown et de mascotte, je ne le sais pas. Donc, je me sens vraiment comme insécure là-dedans. Par contre, tu sais, il y a ces peurs-là qui sont plus, comment dire, pas rationnelles, mais tu sais, sur lesquelles on peut mettre un doigt et on peut les décrire facilement. Mais la peur d'être jugé, la peur d'être aimé aussi, parce que c'est le cas d'Emma. Et ça, je trouvais ça important d'en parler aussi. Souvent, parce que c'est une petite victime, elle porte la honte. Et elle se sent responsable d'avoir été victime, comme dans le cas de plusieurs victimes, et elle pense qu'elle ne mérite pas d'être aimée et elle a peur d'être aimée. Donc, la peur d'être aimée, tout ça, c'est beaucoup plus grave. Il y a des peurs qui peuvent vraiment, je veux dire, t'empêcher de vivre bien sereinement ta vie, mais les petites peurs du quotidien, avaler mes vitamines, je peux les écraser, puis ça va bien aussi. Oui, d'accord. Ça se passe bien. Oui. C'est la peur de vivre, hein, précisément, qui la paralyse le plus. Oui, complètement. On ne lui a pas laissé cette chance de pouvoir vivre. Oui, tout à fait. La chance que vous lui laissez vous-même. Mais je vous remercie beaucoup, Pascal Wilhelmy, d'avoir partagé ses confidences d'écrivain. Oui, merci. Et puis, j'imagine que vous invitez le public à vous rejoindre, à discuter avec vous. Oui, vous pouvez venir me partager vos peurs et me parler aussi, ça me fait plaisir. Accompagnez-la à son stationnement. Oui, exactement, à mon stationnement. Mon stationnement est ici. Tout masque de clown est prohibé. Merci tout le monde. Journée. Merci.